Nous sommes aujourd'hui réunis pour une session dans le cadre des GECO 2017 organisée par l'Institut CDC pour la recherche de la Caisse des dépôts sur les enjeux des relations entre les villes et les campagnes. Donc merci beaucoup d'avoir répondu donc à cette invitation et d'être ici présent. Donc l'objectif de cette session est de lister les enjeux qui se posent entre villes et campagnes, sachant que dans un premier temps, on a eu toute une réflexion sur la métropolisation, il y a eu la loi sur les métropoles, donc il y a eu tout un courant de réflexion sur les activités métropolitaines, sur le contenu sur les moteurs de croissance des métropoles. Par ailleurs, il y a tout aussi les réflexions que nous menons sur les territoires plus périphériques, sur les enjeux en circuit court, sur ça c'est Franck qui nous en parlera, sur les systèmes régénératifs. Mais la question qui se pose néanmoins est de savoir quel type de relation on peut trouver entre métropole et campagne, entre ville et campagne. D'un côté, jusqu'où les métropoles constituent un levier de développement au-delà de leur propre territoire. Donc, y a-t-il un effet d'entraînement des métropoles et sur quel type d'activité, et inversement, que peuvent apporter les campagnes à la ville, qu'il s'agisse des enjeux alimentaires, des enjeux agricoles, des enjeux énergétiques. Et donc, c'est ces questions que nous allons poser. Donc, pour ce débat, nous avons rassemblé un certain nombre d'experts. Que je vais vous présenter rapidement et ensuite nous écouterons l'ensemble des présentations pour terminer avec un débat auquel j'espère vous participerez. Donc la première intervenante, Sylvie Marchand, donc chef du département de l'action régionale donc à l'INSEE, donc qui débutera cette session avec une caractérisation, une typologie des territoires, donc que ce soit des territoires urbains ou les territoires ruraux. Nous aurons ensuite une intervention de Gwenaëlle Doré, qui est ici, chercheur associé à l'INRA. C'est bon ? Je ne tourne pas le dos. Pardon, chercheur donc associé à l'INRA qui nous parlera d'une expérimentation qui est celle des contrats de réciprocité. Donc deux exemples nous seront donnés, celui de Brest et celui de Toulouse Métropole. Nous aurons ensuite l'intervention de Xavier Roy, délégué général de France Cluster, et qui abordera le rôle que peuvent jouer les clusters d'entreprises dans le rapprochement ville-campagne, ou comment les réseaux d'entreprises peuvent favoriser les échanges économiques entre territoires urbains et territoires ruraux. Nous aurons également Franck Chéniaud, donc, qui est responsable ruralité au service d'ingénierie et d'expertise territoriale, donc de la direction du réseau et des territoires de la Caisse des dépôts, donc, où nous rappellerons d'abord un peu les questions que se pose la Caisse des dépôts sur les territoires et comment ce débat, cette question des relations ville-campagne est envisagée à la Caisse des dépôts. Et enfin, nous aurons le témoignage de Sébastien Briffon, qui est donc agriculteur en région lyonnaise et également au conseil... Clermontoise. Pardon ? Clermontoise, pardon. Et donc au conseil de Limagrin, n'est-ce pas ? Et donc, du point de vue de votre activité et de votre expérience de terrain, quels sont les enjeux pour vous des relations ville-campagne ? Donc voilà le panel. Petit rappel donc simplement de temps pour les intervenants. L'objectif c'est qu'on fasse un premier tour des interventions avec environ 10 minutes de présentation chacun. Et ensuite, nous aurons un peu de temps pour à la fois échanger entre intervenants de la tribune et avec vous pour vos questions, pour répondre à vos questions. Est-ce qu'on peut donc démarrer? Le PowerPoint de Sylvie Marchand est en place? C'est bon, parfait. Bon, donc je vous donne la parole. Eh bien, merci Isabelle, je suis très heureuse d'être devant vous et de vous donner quelques approches de ces questions qui sont assez compliquées, et je parlerai à la fois de ville, de campagne, d'urbain et de rural. Alors j'ai un problème, c'est que les illustrations de mon diaporama se sont retrouvées en gris, donc on verra très peu de choses sur les cartes, donc il va falloir faire du quantitatif, enfin je ferai du qualitatif et vous imaginerez le quantitatif qui peut être derrière. En fait, je ferai une brève introduction sur ces notions et ça sera complété par mes collègues de la table ronde et on pourra répondre aux questions sur ces points. Je donnerai un certain nombre d'éléments généraux.
On va peut-être commencer par la première carte pour voir ce qu'elle donne en gris. Alors ça, il va falloir imaginer, c'est la carte de densité. Une première approche, c'est la densité de population au niveau communal. Alors on sait que la France est un pays qui est de faible densité. Environ 110 habitants au kilomètre carré. C'est moins que la plupart des autres grands pays européens. En 1968, donc on voit, si on voyait bien la carte, on verrait qu'il y a des très fortes densités autour de Paris et en Île-de-France, au cœur de l'Île-de-France, mais qu'autour des métropoles de province, les densités sont assez faibles. Si on passe la carte suivante, et la carte suivante pour arriver jusqu'en 2014, il y a plusieurs phénomènes qui se passent. C'est d'une part une sorte de, on va dire, ne prenez pas le mot au premier degré, mais de désertification de certains espaces au centre de la France pour former ce que les géographes appellent la diagonale aride. En fait, le phénomène, c'est la diminution, la perte de substance de l'industrie en milieu rural. C'est pas l'exode rural, puisque l'exode rural s'est terminé à peu près dans les années 60. C'est une sorte de perte de substance économique de ces espaces qui étaient déjà d'ailleurs assez peu peuplés auparavant. En revanche, le phénomène massif, c'est la densification des métropoles de province. On voit autour de Lyon, autour de Toulouse, autour de Montpellier, autour de Bordeaux, et les villes de l'Ouest, Nantes, Rennes, des espaces qui se densifient et des populations qui habitent à proximité de la ville. Alors, ce à proximité, c'est justement tout l'enjeu de qu'est-ce qu'est l'urbain et qu'est-ce qu'est le rural et où est-ce que s'arrête l'urbain. Alors, donc après ces cartes de densité, je vais vous donner un certain nombre de définitions. Quand on parle d'urbain et de rural, on se réfère souvent à l'INSEE. Alors on dit des choses du style, l'INSEE dit qu'il y a 95% ou 75% de la population qui vit dans un espace urbain. En fait, la situation est relativement plus compliquée que celle-là. On a plusieurs approches. La première approche, c'est une approche qui est dite morphologique, c'est-à-dire qu'on regarde la forme que présente le territoire. Et cette forme, on définit l'urbain comme la continuité du bâti. Et on aboutit à une définition qui est celle des unités urbaines. Donc, c'est des espaces où le bâti est continu et qui ont un certain nombre d'habitants, disons à peu près 2000 habitants agglomérés au minimum. Et donc, on a là des unités urbaines qui sont les noyaux des villes. Si on passe la planche suivante, enfin, oui, même la suivante. Donc, même la suivante, si on peut. Mais oui, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Peut-être que vous voyez qu'il y a des espaces très rouges, et ces espaces très rouges, ce sont les unités urbaines pour les grandes villes. Et puis, on a des espaces en violet foncé et en bleu foncé, qui sont les villes de taille moyenne et de petite taille. Et tout ça... autour de ces unités urbaines, l'INSEE définit un autre concept qui est celui des aires urbaines. Ce sont les communes qui ont une relation avec la ville, et cette relation est définie en termes de migration domicile-travail. Donc on prend comme couronne de ces unités urbaines les communes dont plus de 40% des habitants vont travailler dans une unité urbaine. Vous voyez sur cette carte qu'il y a des espaces donc, en couleur, et vous avez des espaces également, je crois qu'il faut appuyer une fois encore sur le... Voilà, parce que c'était animé en fait au départ. Donc il y a des espaces en couleur dont on peut dire il y a une partie très urbaine, celle qui est foncée, et l'autre partie qui sont les couronnes périurbaines et ce qu'on appelle dans notre jargon, excusez-nous, les communes multipolarisées, c'est celles dont les habitants vont travailler dans plusieurs unités urbaines. Eh bien, cet ensemble, il est majoritairement urbain, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on estime que dans l'espace périurbain, il y a sûrement
des communes qui sont au sens commun des communes rurales. Et vous avez les espaces en blanc qui sont les communes qui sont isolées des villes. Et celles-là, bon, on pourrait... c'est celles-là, quand on donne ce 95% ou ce 75% qui sont définis comme n'étant pas urbaines. Alors, c'est pour ça que dans ces définitions d'unité urbaine et d'aire urbaine, on peut reprocher que l'espace qui n'est pas urbain est défini en creux. Mais du coup, est-ce un espace rural? Je pense que ça sera aussi des discussions qu'on pourra avoir. On va continuer. Pour ces définitions sont importantes parce que je crois que beaucoup de gens s'y réfèrent. Néanmoins, elles sont insuffisantes et on va plus loin aujourd'hui en essayant d'aller à un niveau très fin à l'intérieur des communes, parce que la commune elle-même peut être dense ou pas. Et on voit par exemple sur l'exemple d'Arles, qui est une commune très particulière, puisqu'elle comprend un espace qui s'appelle la Camargue, et la Camargue n'a pas d'habitants. Donc là, on voit que les espaces rouge foncé, ce sont les espaces où il y a une forte densité de population, c'est plus de 300 habitants au kilomètre carré. On voit que sur le territoire de la commune d'Arles, qui est en vert, il n'y a qu'une toute petite partie qui est habitée en fait et très dense. Et donc on tient compte de cette notion on a fait une typologie qui est issue des typologies européennes, on va passer à la carte suivante, qui permet de voir à la fois l'importance de la population et la concentration de la population. Et on aboutit à une carte qui est homogène avec ce qui se fait dans les autres pays européens, où on a en vert des communes qui sont à la fois, qui sont peu denses ou très peu denses. Donc on voit qu'en France, on a une part importante du territoire où il y a une faible densité, mais une faible densité à un niveau extrêmement fin, plus fin que le niveau communal, et qui permet de mener des travaux extrêmement intéressants et qui peuvent être comparés au reste des autres pays. Alors, on peut avoir, pour finir, une dernière notion, et c'est les derniers travaux qu'on a menés, qui est de croiser cette grille avec l'éloignement par rapport aux villes, et on aboutit à une dernière carte, la suivante. Voilà, c'est une approche de ce que l'on pourrait appeler le rural isolé. Donc vous avez en vert clair et vert foncé les communes peu denses et très peu denses, éloignées des villes. Donc on voit qu'elles se situent majoritairement, alors bien sûr dans les massifs montagneux. Excusez-moi, c'est quoi le critère de distance? Éloigné, c'est-à-dire? Alors c'est au sens des aires urbaines, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans l'attraction d'un pôle urbain en termes d'emploi. Il n'y a pas de migration domicile-travail forte vers le pôle urbain. Enfin oui, vous avez raison, c'est un terme un petit peu abusif peut-être. Et donc on voit que ces communes qu'on peut qualifier de rural isolé sont dans ces massifs montagneux qui sont très peu peuplés, mais également dans ce centre de la France dont je parlais tout à l'heure. On en trouve un petit peu en Bretagne et en Normandie, mais donc elles sont assez concentrées dans cet espace central de la France. Pour finir, juste quelques mots, c'est mon propre ouverture du débat à moi, pour dire simplement peut-être, mais là littérairement, parce que j'ai enlevé les planches où il n'y avait plus les illustrations, mais tous les espaces qui soient très denses ou peu denses ont gagné des habitants depuis le début des années 2000. L'intitulé de la conférence était sur le 21e siècle. Donc au 21e siècle, tous les espaces qui soient très denses ou peu denses gagnent des habitants, c'est-à-dire qu'ils soient dans l'attraction d'une ville ou pas. Après, quand on croise avec le critère d'éloignement des villes dont on parlait à l'instant, le rural isolé, lui, en revanche, est le seul espace qui perd un peu de population depuis, au XXIe siècle. Donc, je voulais terminer en disant quelques mots sur ces définitions. Après, cet aspect un peu aride, mais qui peut permettre d'avoir des références en tête, c'est qu'il me semble qu'il faut se méfier des approches dichotomiques quand on parle de l'urbain et du rural, de la ville et de la campagne, et qu'il faut croiser plusieurs approches. Je l'ai montré avec l'exemple d'une approche du rural isolé qui croise l'approche en aire urbaine et l'approche de la grille de densité. Je pense qu'aujourd'hui,
En particulier, alors peut-être qu'on pourra discuter de ça, mais le rural, qui autrefois peut-être s'identifiait beaucoup à l'espace agricole, le rural doit être défini d'une autre manière, et à mon sens en croisant plusieurs grilles. Il me semble que les espaces se distinguent par leurs fonctions, notamment les fonctions résidentielles ou économiques. Est-ce que c'est plutôt des espaces où on a des services à la population, ou bien est-ce qu'on a de l'industrie? Ils se distinguent aussi par les modes de vie, bien que les modes de vie, on s'en rend compte, alors là on a moins d'indicateurs statistiques pour le dire, mais les modes de vie tendent à s'homogénéiser. On vit maintenant à la campagne, entre guillemets, un peu comme en ville. On cherche des aménités qui sont aussi celles de la ville. On pourra reparler de ça. Mais le rural et le périurbain, c'est quand même une question de paysage. C'est bien les paysages qu'on vient chercher. C'est la frontière de la ville, c'est le fait d'avoir la campagne de l'autre côté de sa maison. Ça, quelqu'un comme Éric Charme l'a bien montré dans ses travaux. Et puis je voulais faire 2 remarques pour finir. D'une part, qu'il y a une montée en puissance des questions de nature et d'usage des sols, et que ce soit à la ville ou à la campagne. Et c'est là que la ville à la campagne interfère certainement sur ces questions-là. On le voit bien à la ville avec la question des jardins et de l'agriculture en ville. Mais mon voisin va sûrement en parler. Et puis, il y a une question centrale pour tous ces espaces, qui est celle des mobilités et de l'accessibilité. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour toutes ces pistes de discussion possibles, donc Sylvie, pour notre débat. Donc maintenant, je vais passer la parole à Gwenaëlle Doré, qui va parler d'une expérimentation, qui sont les contrats de réciprocité, et qui sont bien dans leur principe des démarches, des initiatives visant à une cohésion entre métropoles et territoires ruraux ou territoires plus lointains, et selon quelles modalités, sur quel type d'activité. Donc on va parler des 2 exemples qui sont en cours. Donc, s'agissant de la coopération entre les métropoles et les territoires ruraux, et périurbains d'ailleurs en France, donc il y a l'expérimentation des contrats de réciprocité qui a été lancée il y a 2 ans par le CGET. Le CGET, c'est le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui a succédé à la DATAR. Donc, si vous pouvez mettre la planche suivante. Donc, je vais aborder les choses de la façon suivante. D'abord, rappeler un peu dans quel contexte ont été institutionnalisées les métropoles au travers de lois récentes. Ensuite, voir comment, dans les pactes, il y a des pactes État-métropole qui se mettent en place. Il y a un volet coopération et quel contenu a ce volet coopération. Et troisièmement, parler plus précisément de l'expérimentation qui démarre des contrats de réciprocité qui sont au nombre de 2. Donc c'est assez limité. Donc on verra un peu ce qu'il y a dedans. Alors, donc d'abord, à titre introductif, s'agissant des stratégies de développement territorial, c'est assez concordant avec ce qu'ont dit les intervenants précédents et sans doute les suivants. Donc l'idée, c'est de dire que la complémentarité entre la ville-centre et les territoires périphériques, ce n'est pas simplement une question de solidarité ex post, de ruissellement, c'est une question assez stratégique pour le développement à moyen terme du territoire dans son ensemble. Donc l'effet d'entraînement du développement économique des métropoles sur leurs espaces environnements doit être complété pour le moins par la nécessité d'intégrer la plus-value de l'espace rural pour l'attractivité des cœurs urbains. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée d'attractivité des métropoles, des cœurs urbains, est complètement liée à l'attractivité plus large de la zone dans laquelle ils sont, et donc comporte très, très fortement la vitalité des espaces ruraux environnants. Et donc, les 15 pactes État-métropole qui ont été signés fin de l'année dernière, début de cette année, comportent un volet de coopération métropolitaine fondé sur une ou plusieurs actions, plus ou moins évidentes d'ailleurs, selon les cas, selon la prise de conscience locale. Donc, de la coopération en faveur des territoires périphériques. Et donc, là-dedans, dans ces 15 pactes État-métropole, il y a 2 qui ont choisi de faire des contrats de réciprocité. Alors, l'institutionnalisation de métropoles, pour tout le monde, je ne sais pas si vous le savez, donc il y a désormais 22 métropoles qui sont possibles. Il y en a eu 15 qui ont été installées en 2014-2015 à la suite de la loi MAPTAM, plutôt, modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles. Et donc, pour être métropole, un premier critère, c'est 400 000 habitants. Et il y a un critère plus extensif qui a été adopté pour permettre la jonction de nouvelles métropoles.
Donc c'est une zone d'emploi de 400 000 habitants. Donc ça fait qu'il y a 22 métropoles aujourd'hui, qu'il y a une métropole dans chaque région désormais, puisque chaque chef-lieu ou ancien chef-lieu de région peut devenir métropole. Et d'autre part, donc, il y a des régions qui ont même 4 métropoles. C'est le cas de Rhône-Alpes, notamment. Et donc, parallèlement à cette affirmation des métropoles, l'institutionnalisation des métropoles, la reconnaissance d'un échelon d'intercommunalité avec des compétences élargies, s'ajoute à l'élargissement des régions, comme ici, par exemple, en Rhône-Alpes, qui a intégré l'Auvergne. Alors, donc l'affirmation des métropoles est mise en avant au travers de la volonté de favoriser l'émergence de pôles de croissance et d'innovation. Mais il faut savoir que ces métropoles sont assez limitées dans leur périmètre, parce que leur périmètre est souvent inférieur à ce qu'est l'horaire urbaine qu'a présenté Sylvie Marchand. Donc en dehors de Marseille et de Lille, qui intègrent en termes de population et en termes de communes l'intégralité de l'aire urbaine, les autres sont plutôt autour entre 50 et 70% d'intégration de la population. Et même en termes de communes, souvent ça n'atteint guère de plus de 20 à 30%. Donc on a affaire à l'affirmation de métropoles institutionnalisées, reconnues, soutenues, mais qui sont inférieures à leur rayonnement en termes d'emploi. Donc c'est pour ça que l'idée, ça a été au travers des pactes État-métropole, l'État a voulu imposer un volet de coopération avec les territoires voisins. Alors, ça a été plus ou moins repris dans les pactes. Dans certains, c'est assez artificiel. Dans d'autres, c'est plus développé. Alors, les thèmes, en général, c'est le développement économique, c'est la transition énergétique, et c'est surtout la mobilité. Donc là, vous avez pour chaque pacte État-métropole qui a été adopté pour les premières métropoles, donc vous avez le nombre de fois où le thème revient. Donc il y a 5 ou 7 fois la mobilité. Ensuite, donc, on passe à l'écologie, l'environnement, l'énergie. L'économie, c'est que 3. Le tourisme, l'agriculture, les circuits courts sont affirmés, mais ne sont pas forcément très développés dans les pactes pour l'instant. Il y a une prise de conscience progressive qui se fait, mais il y avait que 2 ou 3 au départ. Et puis alors, il y a d'autres thèmes, la santé, la culture. Et puis dans certains cas, le pacte de Lille et le pacte de Lille et de Nice, abordent également la question transfrontalière, la coopération avec leur territoire, les territoires voisins, soit de la Belgique pour Lille, soit de l'Italie pour Nice. Alors, j'en viens maintenant, donc, là-dedans, sur les 15 pactes État-métropole, il y en a 2 qui ont choisi d'expérimenter les contrats de réciprocité entre les métropoles et les territoires ruraux. Alors, cette idée a été lancée il y a 2 ans, en 2015, dans un comité interministériel aux ruralités, donc du 13 mars 2015. L'idée, c'est de mettre en place une coopération entre les espaces ruraux, périurbains et urbains pour favoriser le développement d'interactions, notamment dans les domaines suivants: le développement économique, l'environnement et la transition énergétique, la qualité des services, l'organisation administrative et l'ingénierie. Alors, c'est repris dans 2 pactes État-métropole, signés avant fin 2016, avec les 15 métropoles institutionnelles, c'est Brest et Toulouse. Alors, les thèmes, donc je détaille un peu le développement économique, ça concerne la promotion du territoire, la politique foncière, l'accueil d'entreprises, avec l'appui des organismes des agglomérations. L'idée, c'est que les agglomérations incitent à l'implantation d'entreprises en dehors directement de leur sphère métropolitaine, mais au-delà, donc dans les territoires avec lesquels ils coopèrent. Et le développement du télétravail est également fortement mis en valeur. L'environnement de la transition énergétique, c'est l'alimentation des populations, c'est la gestion des déchets, c'est la préservation du foncier agricole des espaces naturels, notamment pour préserver les terres agricoles, c'est lutter contre l'artificialisation des sols, la transformation de terres agricoles en terres non agricoles, l'utilisation de la biomasse, donc un certain nombre de choses qui sont dans le domaine de l'écologie, de l'économie circulaire aujourd'hui. La qualité des services, l'idée c'est d'offrir des services de qualité aux territoires périphériques, notamment au domaine de la santé, mais également dans le domaine culturel, le domaine touristique et également le patrimoine, mettre en valeur le patrimoine pour favoriser des échanges entre les habitants des métropoles et en termes de découverte de ces espaces qui sont dans les territoires périphériques. L'organisation administrative et l'ingénierie,
c'est notamment mobiliser des agents qui sont assez importants dans les métropoles, dans les agences d'urbanisme, etc., au profit et pour un renfort temporaire des territoires périphériques. Alors je vais aborder maintenant les deux cas que sont le contrat de réciprocité de Brest avec la Bretagne centrale, donc le pays de Bretagne centrale, donc signé le 4 novembre 2016, donc ça fait un an. Alors Brest est une petite métropole, donc à l'ouest, à l'extrême ouest de la Bretagne, mais qui s'inscrit dans un contexte de coopération à plusieurs échelles, en circoncentrique. Donc d'abord, Brest, donc, qui est la métropole, qui est la transformation de l'intercommunalité en métropole, s'inscrit dans un cadre plus large, un pays qui regroupe plusieurs intercommunalités, qui ont d'ailleurs adopté le label de pôle métropolitain il y a quelques années. Ensuite, il y a un pôle métropolitain. Les pôles métropolitains, vous savez, ça peut être des aires urbaines élargies, mais ça peut être également des coopérations avec des territoires qui ne sont pas contigus. Donc là, en l'occurrence, c'est une coopération qui se fait avec Brest, Rennes, Angers, Nantes, sur un certain nombre de thèmes, de transfert de technologies, les universités, etc. Et puis, il y a enfin une coopération nouvelle qui se met en place, donc avec le pacte État-métropole, comporte un contrat de réciprocité avec la Bretagne centrale, qui est organisée autour de Carhaix. Alors, vous avez sur la carte, l'autre carte, le descriptif de ce pays. Donc, c'est un pays qui est assez ancien, qui a une vingtaine d'années, qui est constitué sur une base interdépartementale, donc qui concerne à la fois le Finistère, mais également une partie des Côtes-d'Armor, une partie du Morbihan. Et donc, il va concerner 100 communes, 8 EPCI, 8 communautés de communes, et 100 000 habitants. Donc c'est une taille critique assez importante. Et donc l'idée, ça a été de favoriser la coopération entre Brest et ce territoire, parce qu'il y avait déjà des relations existantes, notamment au travers de la santé de l'hôpital de Carhaix. L'hôpital de Carhaix, qui a dû lutter dans les années 90 pour maintenir sa maternité, est rattaché désormais au centre hospitalier et régional universitaire de recherche de Brest. Alors les grands axes maintenant, si vous voulez me donner. Alors, c'est les suivants. Donc, ça porte d'abord sur l'économie et l'insertion. Notamment, c'est l'idée d'exporter davantage de lait, de poudre de lait en Chine à travers le port de Brest, parce qu'il y a une usine à Carhaix qui s'est constituée avec des capitaux chinois, qui aujourd'hui transforment la poudre de lait à partir du lait vendu par une coopérative. Et donc, on va utiliser le port de Brest pour exporter davantage cette poudre de lait. Il y a également l'idée, c'est de soutenir les start-up à partir notamment d'initiatives qui se fait dans le cadre, vous savez, connaissez sans doute le Festival des Vieilles Charrues. Le Festival des Vieilles Charrues, c'est aujourd'hui adjoint à un dispositif de sorte de festival parallèle sur la télématique, les start-up, les nouvelles techniques d'information. Et donc, ça s'appelle un West Web Festival. Donc, West, c'est l'Ouest, et le Web, c'est le Web. Hein. Donc, festival. Et donc, festival. Comme les Vieilles Charrues. Et donc, il déroule en parallèle donc, des conférences avec en faisant venir des start-up, Google, etc. Tous les ans, en parallèle du Festival des Vieilles Charrues. Et donc, l'idée, c'est un peu d'innerver au travers de ce festival la culture du web dans le territoire et de favoriser la création de start-up dans le territoire. Donc ça, c'est la partie importante sur l'économie. La partie la plus importante est sur la santé, à partir notamment de cette expérience de collaboration déjà entre l'hôpital de Brest et l'hôpital de Carhaix. Donc notamment en développant la présence d'IRM dans ce territoire, et également en développant les contrats locaux de santé, donc développer la prévention notamment. La culture, alors c'est notamment la promotion commune de festivals. La région du Centre-Bretagne est très connue à partir du Festival des Vieilles Charrues, donc l'idée c'est de promouvoir davantage ce festival en mariant, si on veut, en jumelant le Festival des Vieilles Charrues et les Fêtes maritimes de Brest. Et puis il y a un certain nombre d'autres festivals qui sont prévus. L'énergie, c'est la structuration de la filière bois pour alimenter la chaufferie bois de Brest. Donc en dehors d'actions concrètes, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont plutôt sur des actions de promotion, de sensibilisation, de mise en contact d'acteurs, et les financements de la métropole ne sont pas du tout appréhendés. J'en viens maintenant au dernier cas, qui est le cas de Toulouse. Donc le contrat de réciprocité de Toulouse se fait avec le pays de Porte-Gascogne. Donc le pays de Porte-Gascogne est au nord-ouest de... C'est le pays de Gascogne qu'on voit là. Il est au nord-ouest de Toulouse. Toulouse qui entretient des relations avec Montpellier désormais, qui est l'ancienne capitale régionale, et les autres villes moyennes de la région. Mais
Donc l'idée de Toulouse a été de développer la coopération avec ce territoire. Et autour de donc, le territoire du pays est également réuni un nombre important de communes, 100 communes, 71 000 habitants, et est structuré autour de petits pôles urbains, Lectoure et Fleurance. Alors, j'en viens maintenant aux axes de coopération. Donc, c'est également un peu la même chose que dans le cas précédent. Développement économique, la promotion de télétravail est notamment mise en œuvre en visant notamment à favoriser des espaces de coworking sur 2 sites, et également à développer l'attractivité d'entreprises du secteur de la filière aéronautique en les implantant davantage sur le territoire où il y a de la place, il y a du foncier disponible. La mobilité, donc l'idée c'est de voir comment on rabat les personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes de Toulouse qui viennent habiter dans ces secteurs, donc comment on organise les déplacements, notamment en développant des covoitirages, etc. L'agriculture, il y a un projet alimentaire de territoire qui est mis en place. En matière de tourisme, il y a également des choses pour favoriser les circuits touristiques. Et en matière de transition énergétique, il y a beaucoup de choses à partir de la prévention, la prévention des réseaux, les contrôles environnementaux par l'imagerie satellitaire et par les drones. Alors, quelques conclusions provisoires. Alors, ce qu'il faut remarquer, que dans les 2 contrats de réciprocité, il n'y a pas d'engagement financier visible de la métropole. Brest et le Soie Transbretagne, c'est essentiellement des actions de promotion, de sensibilisation, de rapprochement d'acteurs des 2 territoires. Le contrat ne génère pas de soutien financier spécifique. Le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires, ne dispose pas de crédit spécifique pour ce faire, sauf en dehors de crédits d'études pour initier le projet. Toulouse et Portes de Gascogne, il y a simplement un engagement de l'État de 500 000 € qui est mentionné principalement pour la réalisation d'espaces de coworking dans le pays de Portes de Gascogne. Et le limite du contrat de réciprocité de Toulouse, il prend en compte qu'un des territoires d'influence de Toulouse. Il ne prend pas en compte l'ensemble des territoires périphériques à Toulouse, parce que vous savez que Toulouse est une métropole qui absorbe beaucoup, qui aspire beaucoup, et donc qui déverse beaucoup sur les territoires voisins. Mais ça ne prend en compte que l'un de ces territoires. Donc en fait, ces contrats de réciprocité n'apportent pas de financement important, notamment de la métropole vers les territoires ruraux voisins, apportent quelques financements de l'État, mais qui auraient pu être apportés à l'inverse. En revanche, ils ont une valeur pédagogique, ils exercent une action de sensibilisation à la solidarité pour renforcer entre les métropoles et les espaces d'environnement. Donc on passe d'une approche partitive et binaire, d'un côté la campagne, d'un côté la ville, à une approche qui met en avant le partenariat, la solidarité entre ces différents espaces. Donc ça change le regard, c'est tout ça qui est important. Et donc c'est une approche évolutive, parce que dans les packs métropolitains, en dehors des 2 que j'ai cités, aujourd'hui il y a de plus en plus de territoires qui s'inspirent de l'expérience des 2 premiers, et de nouvelles métropoles engagent une réflexion sur un contrat de réciprocité, notamment autour de l'alimentation, et donc par exemple c'est le cas de Bordeaux. Voilà. Merci beaucoup. Dans d'autres exemples qu'on peut citer, j'ai sous les yeux la déclaration commune qui a été signée entre la mairie de Paris, l'Association des maires ruraux de France et la métropole du Grand Paris pour une nouvelle coopération entre la ville de Paris, la métropole du Grand Paris et l'Association des maires ruraux de France pour la résilience et la transition écologique des territoires, qui met également l'accent sur la cohésion et sur l'intérêt de ces relations réciproques, de ces relations mutuelles pour la transition, sur la résilience territoriale, pour la transition écologique. Donc merci beaucoup. Donc là, on va aborder le sujet sous un autre angle, puisque je pensais qu'il était intéressant de faire l'entrée sur cet enjeu territorial par les entreprises, qui sont évidemment territorialisées, elles sont implantées dans des territoires, et voir, donc se poser la question qui est la suivante, les entreprises peuvent-elles jouer un rôle entre les villes et les campagnes de rapprochement ou d'intensification des échanges, en particulier les réseaux d'entreprises comme les clusters. Merci Isabelle, bonjour à tous. Donc Xavier Roy, je représente l'association France Cluster, j'en dirai un petit mot mais on va passer vite. En fait, pour essayer de faire la passerelle avec ce qui vient d'être dit, Gwenaëlle a insisté sur la dimension implication financière modeste, mais un rôle d'impulsion qui est intéressant dans ces coopérations territoriales. Et en fait, on se retrouve complètement là-dedans dans nos réseaux d'entreprises, et ce rôle d'impulsion ou ce rôle de contractualisation territoriale, c'est des outils qui sont vraiment importants
de la manière dont je le vis ou dont on le vit, nous, en termes de coopération inter-entreprise au sein de nos réseaux. Parce que finalement, ce sont vraiment des facteurs dynamisants de pouvoir s'appuyer sur des coopérations interterritoires qui associent ville et campagne. C'est un peu comme des passerelles sur lesquelles nos entreprises développent des coopérations inter-entreprises et pourquoi pas parfois à vocation business. Alors, très très rapidement de mon côté, France Cluster, juste pour expliquer qui on est une association, loi 1901, très classique, qui existe depuis une petite vingtaine d'années et qui fédère à l'échelle nationale à peu près 200 clusters. Je vais revenir sur le thème cluster pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça. Ce sera sur le slide suivant, mais je vais juste vous donner un petit 2-3 éléments de volumétrie. Ces 200 clusters, qui sont en gros des réseaux d'entreprises, comme Isabelle Laudier vient de l'annoncer, c'est à peu près 60 000 entreprises qui sont concernées par ces dynamiques de coopération au sens large, un petit million d'emplois. Comme vous le voyez sur cette carte, et en fait, en regardant un peu la manière dont les intervenants précédents témoignaient de leurs propos, je me dis qu'on aurait dû faire l'exercice dans le cadre préparatoire de superposer nos cartes pour voir un peu comment ça se maillait. Vous voyez que ces réseaux d'entreprises, ils sont répartis de façon assez diffuse sur l'ensemble des territoires. Alors je ne sais pas si la diagonale aride, on la retrouve. Effectivement, il y a nos réseaux d'entreprises se trouvent sans doute un chouïa plus densifié en territoire urbain, mais la notion de coopération inter-entreprise, elle trouve aussi tout son sens et de façon parfois même plus importante en termes d'épaisseur du trait dans les liens de coopération qu'il y a entre les acteurs quand ils sont en espace rural. Donc voilà, un peu partout sur le territoire, ces réseaux d'entreprises, et si on peut passer sur la slide suivante, en voilà une définition très, très à la serpe de cette notion de cluster. Donc ce sont des réseaux d'entreprises. On met au cœur du système la PME ou la TPE. C'est elles qui viennent chercher des coopérations inter-entreprises. Ces réseaux, ils ont comme particularité, chacun dans leur coin, de concentrer des acteurs économiques qui appartiennent tout à un même domaine d'activité. On se met autour de la table parce qu'on est tous des mécaniciens, on est tous... Voilà, la première clé d'entrée, c'est l'appartenance des entreprises qui se mettent autour de la table à un domaine d'activité. Notamment une approche filière dans un premier temps, mais après, ça peut être concentré sur un marché cible, une compétence, une technologie, enfin bref, les axes sont différents. Autre critère très important dans ces réseaux d'entreprises, c'est la concentration de ces entreprises dans un domaine d'activité inscrit sur un territoire dit de proximité. Alors cette notion de territoire de proximité, elle évolue dans le temps parce que les réseaux n'épousent pas spécifiquement les territoires administratifs, même s'ils s'appuient là-dessus, et les contrats évoqués tout à l'heure sont effectivement ces passerelles intéressantes pour eux. Mais ce qui est intéressant pour les entreprises qui s'inscrivent dans ces réseaux-là, c'est de monter ensemble des projets, et si le bon projet il est en dehors du bassin d'emploi dans lequel le réseau émerge dans un premier temps, ça ne nous pose pas de problème de faire évoluer le territoire pertinent du club d'entreprise que l'on développe. Quatrième critère qui régit le développement de ces clusters et qui les aide à se définir, c'est la notion de coopération inter-entreprise. Ça fait peut-être un peu banal de le lire comme ça, mais vous rentrez en tant qu'entreprise dans un cluster, non pas pour venir chercher des sous-traitants ou des fournisseurs, vous rentrez dans un cluster pour trouver des partenaires, parfois que vous estimez un peu concurrents, mais avec lesquels vous allez vous positionner ensemble sur des marchés sur lesquels vous n'allez pas seul. Vous allez développer des produits nouveaux que vous n'êtes pas capable seul de placer sur des marchés. Et donc on est vraiment dans cette logique, entre guillemets, 1 + 1 = 3, qu'on essaye de développer dans nos clusters. Et puis ce ne sont pas que des réseaux d'entreprises, même si l'entreprise est au cœur du système, on met aussi dans nos clusters l'ensemble des acteurs qui peuvent participer sur le territoire au développement des entreprises qui, elles, sont mises au cœur du système. Et donc,
les acteurs bancaires, enfin ceux du financement, qu'ils soient publics ou privés, les acteurs de la recherche, laboratoires, les acteurs de l'enseignement, universités par exemple, ou écoles, les acteurs l'amont et l'aval, pourquoi pas le design, on est dans la mécanique, mais on va associer le design en amont, on va associer le transport en aval. Voilà, tout ça sont les acteurs qui sont impliqués dans ces clusters. Voilà. La petite frise que vous voyez en dessous, je passe très vite là-dessus, mais c'était juste un focus pour dire qu'en France, ça fait une petite vingtaine d'années que notamment l'État, à travers des politiques publiques, et les régions ont accompagné le développement et la structuration de ces réseaux d'entreprises. Alors, vous voyez sans doute, peut-être pas mal. Ouais, donc, il y a eu les SPL en 98, les systèmes productifs locaux. C'était le CGET ex-DATAR, Délégation à l'aménagement du territoire, qui avait porté cette dynamique-là. Dans les contrats de plan État-région, les conseils régionaux, les régions ont très fortement soutenu ça dès les années 2000. La politique des pôles de compétitivité, dont vous avez sans aucun doute entendu parler en 2005. Une politique complémentaire qui a été menée au niveau national des pôles de compétitivité qui s'appelait les grappes d'entreprise. Et puis plus récemment, une expérimentation qui a été menée et qui s'est appelée les pôles territoriaux de coopération économique avec une clé d'entrée économie sociale et solidaire très forte. Voilà. Sur la slide suivante, alors désolé pour cette espèce de hérisson, là le but du jeu c'était surtout pour vous montrer l'ensemble, et je ne vais pas le décrire dans le détail, des services que ces clusters développent. Donc si vous partez de la PME tout en haut et puis que vous, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous redescendez, il y a toute une partie de services qui sont développés dans ces réseaux et qui participent de l'animation de réseaux classiques, l'animation de coopération inter-entreprise. Le but du jeu, c'est on fait rentrer l'entreprise dans le réseau, et le but du jeu, c'est les animateurs de clusters sont des agitateurs de bocal. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'à l'intérieur de ces réseaux-là, il y ait du frottement entre les particules pour qu'il en émerge des projets collaboratifs. Et le but du jeu, dans un second temps, c'est qu'on accompagne individuellement ces projets collaboratifs pour, pourquoi pas, en faire des projets d'entreprise que l'on va accompagner jusque dans leur mise sur le marché. D'où cette fonction, entre guillemets, d'incubation, d'accélération. Voilà un peu la dynamique qu'on trouve dans ces clusters. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Sur le thème de la relation ville-campagne, le lien qu'on fait avec ça, vous l'avez vu sur la carte initiale, on trouve des clusters autant dans les territoires urbains, et souvent d'ailleurs il y a une dimension R&D qui est parfois plus forte parce qu'on les trouve plus globalement accolés à des grands centres universitaires par exemple, mais on les trouve aussi en milieu rural. Vous l'avez compris, ces clusters, ils se donnent une arrière-pensée, une vocation d'accompagnement de nos entreprises à innover. Alors cette notion d'innovation, elle est à la fois sur des angles technologiques, il y a pas mal de clusters qui se disent on voudrait bien inventer le cœur artificiel tous les 4 matins, mais il y en a aussi qui se disent on voudrait bien simplement vendre différemment, innover dans des réseaux de distribution, innover dans des espaces de commercialisation un peu différents, ou pourquoi pas d'ailleurs donner un sens différent, et on le retrouve dans pas mal de clusters dans notre manière de produire. Donc voilà, donc ça c'est pour dire la notion d'innovation, elle n'est pas du tout que technologique. Le CGET avait fait en 2015 une étude intéressante, alors je ne sais pas si vous voyez bien le lien, mais sinon on vous le donnera avec plaisir, une étude sur l'innovation dans les territoires de faible densité, et il y avait une énumération d'un certain nombre de leviers qui participaient à cette ambition d'innovation en territoire à faible densité, et qui globalement, alors je ne vais pas les balayer tous, mais ces 10 leviers sont aussi valables en milieu urbain qu'en milieu rural, pour essayer de reprendre les critères de définition qui étaient évoqués ci-dessous. Dans les témoignages précédents, et pour le coup, c'est vraiment des leviers qui sont exploités par l'ensemble des clusters, qu'ils soient ruraux ou urbains. Voilà, donc cette notion de distinction entre cluster urbain et cluster rural, en tout cas dans la communauté des clusters, on la vit de façon
Enfin, c'est pas tellement une clé d'entrée finalement d'ailleurs, et c'est peut-être effectivement pour ça. Alors, slide suivant, je voulais juste illustrer rapidement cette notion de cluster comme outil au service de l'innovation. Alors, là, l'exemple que je te donne, c'est de la campagne comme de la ville, et puis d'ailleurs, c'est même pourquoi pas de la campagne vers la ville. Le cluster Nogentec, on est à Nogent en Champagne-Ardenne, en Haute-Marne. On est sur une terre effectivement rurale, mais où s'est développée depuis presque une vingtaine d'années maintenant une dynamique de coopération autour d'un grand pôle technologique qui, aujourd'hui, bien que dans un territoire à faible densité, se qualifie, alors c'est eux qui le disent, c'est pas moi qui le dis, mais on les croit volontiers, avec une position de leader, pourquoi pas européen, dans le domaine de production dans lequel ils sont. Alors, historiquement, c'est un territoire qui avait une forte tradition coutelière et qui a joué de cette tradition-là pour se positionner sur un marché de niche autour de ce qu'ils ont appelé les dispositifs médicaux, c'est-à-dire c'est le scalpel, quoi, hein, c'est l'outil tranchant à usage unique dédié à la santé. Et sur ce domaine d'activité-là, enfin sur ce marché de niche, voilà, ce territoire représente 35% de la production mondiale d'implants orthopédiques et instrumentation. Voilà, donc il y a eu cet effort et la dynamique cluster y a participé de recherche de positionnement enfin, de construction d'une identité de niche de ce territoire-là dans le cadre d'une coopération publique-privée, entreprise et territoire. Territoire qui a mis à disposition les outils pôles technologiques et puis les entreprises qui se sont impliquées en utilisant ces outils territoriaux pour développer cette force-là. Et alors, ce qui est intéressant, et je ne l'ai pas mis sur le slide ici, mais c'est que, je me dépêche, c'est qu'ils ont développé des coopérations avec Strasbourg. Il y a un autre cluster qui s'appelle, un pôle de compétitivité qui s'appelle Alsace Bio-Vallée. Et ils mettent à disposition leurs compétences et leurs produits. Et puis de la même manière avec Lyon autour de son pôle santé, Lyon Biopôle notamment. Et puis dernière slide, c'était pour illustrer cette coopération en ville-campagne, s'il vous plaît. Alors c'est une expérimentation qu'on a menée nous, mais c'est justement cette notion de coopération entre clusters, où, et là, qu'ils soient ville et campagne, il y a 13 clusters de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont décidé de partager ensemble une plateforme de mutualisation de biens et de services dormants dans les entreprises membres de ces clusters partenaires de cette plateforme. En gros, c'est comme un site internet, un Le Bon Coin, moins connu, bientôt autant, mais dans lesquels les entreprises vont poster des biens, alors des stocks d'invendus, de l'espace de stockage, des machines sous-utilisées, pourquoi pas des compétences aussi qui sont sous-utilisées dans leurs entreprises, et ils vont ensemble faire du troc. Voilà, j'ai une imprimante 3D que j'utilise que 2 jours par semaine. Je vais la poster sur cette plateforme et il y a une entreprise membre d'un de ces 13 clusters qui va venir l'utiliser. Ils ont ensemble même créé une monnaie virtuelle pour partager ces invendus, ces biens et ces services dormants. Et là, pour le coup, on a des coopérations entre entreprises qui s'établissent, autant entre des entreprises de Lyon que des entreprises de territoires de campagne. Donc là, on a comme ça des passerelles nouvelles à travers ces outils, et qui sont effectivement des outils numériques, comme on va la trouver dans le West Web Fab, ou West Web Festival, qui participent de façon très forte à cette coopération entre ces espaces urbains et ruraux.
Voilà, je crois que c'était la dernière slide. Je vous remercie et Isabelle, à toi Merci beaucoup. Oui, excusez-moi de vous tenir un peu sur les temps de parole, mais c'est important que chacun ait la même possibilité de s'exprimer et puis qu'on ait encore une fois un peu de temps pour les questions. Donc Franck Chéniaud de la Caisse des dépôts. Donc l'idée c'était un peu d'une part de rappeler les enjeux, l'apport de la Caisse des dépôts pour les territoires et puis en particulier comment cette question est prise en charge. Oui, alors j'avais prévu une petite présentation de l'intervenant, c'est-à-dire de moi-même, parce que c'était demandé en 1 minute, et aussi pour vous dire que, au fond, j'ai un rôle un petit peu particulier, un peu hybride. Vous pouvez envoyer jusqu'en bas de la slide, s'il vous plaît. En fait, on a entendu là des points de vue de chercheurs, on a entendu là un point de vue d'acteurs économiques, et moi je suis quelque part un peu entre les deux, voilà, dans un acteur institutionnel qui est la Caisse des dépôts, qui est un organisme, un établissement financier à caractère spécial, qui contribue à beaucoup de politiques publiques, et dans laquelle moi j'ai un rôle d'appui à nos directions régionales, afin qu'elles puissent apporter des moyens d'ingénierie, des moyens d'études, donc aux collectivités locales, et notamment en ce qui me concerne aux collectivités en milieu rural. Alors donc ça induit pour moi un certain nombre d'activités, je conseille un peu les équipes. Je pilote notamment le dispositif de la CDC en appui à la redynamisation des centres-bourgs. Donc il y a beaucoup de questions autour de ce qu'est la centralité, de ce que sont les relations entre l'espace rural et la centralité urbaine, qui viennent en fait de cette réflexion sur la redynamisation des centres-bourgs. Je suis ce que fait la Caisse des dépôts dans le cadre des contrats de ruralité, qui est un autre dispositif proposé par l'État à un certain type de territoire et dans lesquels nous sommes partenaires. Voilà, donc ça passe par des moyens d'ingénierie qui sont parfois de l'apport d'analyse directement, parfois des mobilisations de missions de consultants, et puis parfois du cofinancement d'études. Mais du coup, ça donne une certaine vision sur un grand panel de choses. Et dernier point, voilà. Donc ça a permis aussi de lancer quelques expérimentations, notamment des méthodes basées sur ce qu'on a appelé l'économie régénérative. Mais l'idée, c'est en fait, c'est ces écosystèmes locaux qui mettent en valeur des spécificités territoriales. Je pense que l'idée des clusters qu'on a vu tout à l'heure illustrait aussi ce que ça pouvait être, mais pas seulement parce que ça peut aller aussi dans d'autres domaines moins technologiques. Voilà, donc c'est un peu là d'où je vous parle. Et moi, là où je voulais reprendre la question, qui était des nouveaux rapports de la ville et de la campagne, donc c'est quelque part aussi le rapport entre des territoires et des centralités. Je pense qu'il faut remettre dans la réflexion une évolution des perceptions. C'est-à-dire qu'en fait, la vision qu'on a aujourd'hui de l'urbain n'est plus ce qu'elle était. Il y a une espèce de retournement des perceptions. L'urbain, la ville, ça a toujours été assimilé à la modernité. La ville, c'est le lieu de la modernité. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aussi dans nos perceptions, c'est que la ville est assimilée à la modernité un peu excessive. Donc il y a des effets néfastes, en fait, des effets induits de la ville qu'on découvre un peu plus fortement aujourd'hui. Alors j'ai mis pollution, envolée des prix du foncier, ça coûte cher la ville, la congestion des transports qu'on a tous éprouvé à certains moments, parfois le sentiment d'isolement dans l'anonymat, parce qu'on est dans des grandes foules, des aspects d'insécurité aussi qui peuvent ternir l'image de la ville. Voilà, donc il y a une représentation qui a vraiment évolué, et quasiment en parallèle, il y a une image de la campagne qui s'est revalorisée, et peut-être même survalorisée, parce que finalement c'est peut-être aussi un peu un idéal qu'on a dans la tête, et est-ce qu'il correspond à une réalité, c'est pas certain, mais la campagne, ça incarnerait la proximité, la convivialité, une proximité avec la nature, de grands espaces, une certaine sécurité, la santé. Voilà. Donc ça, je m'appuie pour ça, pour vous dire ça aussi sur des études sociologiques qui ont été menées par certains chercheurs. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, dans l'évolution des relations ville-campagne, ce retournement quand même des perceptions qui est, à mon avis, qui met en désir en fait la campagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'histoire des relations ville-campagne, on se retrouve à une situation qui est quand même assez inédite, c'est que la campagne est désirée. Et désirée en tant qu'espace de vie, en tant qu'espace d'habitat, en tant qu'espace d'investissement. Donc on se retrouve face à des campagnes désirées, et ça c'est un fait vraiment nouveau, moi je pense, en tout cas émergent, qui chamboule vraiment la relation ville-campagne. Alors la diapo suivante, vous pouvez aussi envoyer peut-être les
les points, voilà. Donc moi je m'étais appuyé sur cette carte-là qui pour moi illustre un petit peu aussi un aspect, c'est que certes on nous dit que la ville est attractive, et la ville est attractive, certes tous les territoires ont gagné des habitants globalement, c'est vrai, mais vous savez, il y a deux composantes dans la manière dont la population d'un territoire évolue, c'est le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, et le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties. Et en fait, quand on regarde en termes de solde migratoire, c'est-à-dire où vont les gens, ce qui est quand même pour moi l'indicateur réel de l'attractivité d'un territoire. Un territoire qui est attractif, les gens ils y viennent. Quand les bébés ne choisissent pas là où ils naissent, pour l'instant. Donc bon, c'est l'indicateur d'attractivité. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? C'est la contribution finalement des soldes migratoires à la densité. Et ce qu'on constate sur la période 82-2011, c'est que ces soldes migratoires, ils ont affaibli la densité de tous les centres-villes, et ils ont contribué à renforcer la densité de tous les espaces diffus en France et d'un certain nombre de grandes villes et de grandes métropoles du sud-est et de la bordure sud-ouest et sud-est de la France. Mais voilà, en dehors de ces quelques métropoles qu'on voit très nettement se dessiner en points rouges sur le sud et l'ouest de la France, la plupart des villes, grandes, moyennes, petites, sont en fait confrontées à des soldes migratoires négatifs, c'est-à-dire qu'elles sont émettrices de population vers d'autres espaces. Ça aussi, c'est quelque chose qui chamboule complètement la relation entre ville et campagne, entre urbain et rural. Voilà. Donc j'avais mis quelques commentaires, mais c'était pour vous redire ça. Voilà, vous voyez, c'est les espaces en rose qui reçoivent de la population sur cette carte. Donc on est confronté à ça aujourd'hui. On peut passer à la suivante. Et en fait, ça nous amène à cette redistribution de la population. Quelque part, les cartes de l'attractivité des territoires sont rebattues entre ville et campagne aujourd'hui. Alors ça renvoie aussi à toute une série de réflexions sur ce que sont en fait les facteurs d'attractivité d'un territoire. Parce que finalement, ce qui crée des pôles, c'est le fait qu'on attire. Ce qui fait qu'à un moment, vous avez un pôle urbain, c'est sa capacité à attirer des choses. Alors aujourd'hui, on est quand même pour le dire, de moins en moins dans des critères d'attractivité qui reposent sur de l'infrastructure. C'est les évolutions qu'on a vues là, de tout ce qui tourne autour des écosystèmes économiques, c'est les coopérations entre entreprises qui sont aussi des facteurs d'attractivité. Donc on est de plus en plus dans ce type-là de facteurs d'attractivité. Le suivant, s'il vous plaît. Voilà. Le tourisme, qui est quand même un élément qui est devenu important à la fois dans l'économie et dans nos vies, et qui vient aussi rebattre, un peu percuter les questions d'attractivité des territoires. Aujourd'hui, un territoire qui n'a pas une bonne image touristique, qui n'a pas une bonne attractivité touristique, est difficilement un territoire attractif pour des habitants et pour des entreprises. Il y a des activités nouvelles aussi, dont les facteurs de localisation ont évolué, ou qui ne sont plus les mêmes. Alors, je n'ai pas mis la logistique, mais il y a plein de métiers permettant le télétravail. Il y a aussi des nouvelles formes de production agricole qui sont alimentaires, mais qui sont aussi non alimentaires et qui peuvent se répartir autrement. Et puis toute une série d'artisans ou d'industries du luxe qui, elles aussi, répondent à des critères de localisation différents qui ne sont pas forcément très urbains. Et puis, enfin, l'attention qu'a les consommateurs à la qualité territoriale. Alors, qualité territoriale qui est perçue, mais qui est incarné dans des labels, dans des produits, dans des AOC, appellations d'origine contrôlée, des AOP, des IGP, des Made in ici, etc. Donc finalement, le territoire peut devenir pour certains produits un avantage différenciatif plutôt qu'un avantage comparatif. Donc tout ça rebat aussi les cartes de l'attractivité, où c'est plus simplement le bon accès à un certain nombre d'infrastructures qui fait l'attractivité du territoire, mais c'est tout cet ensemble de nouveaux facteurs. Autre constat, c'est des fonctions de centralité en recomposition. Alors ça, c'est plus tiré de l'approche sur les centres-bourgs et les villes moyennes. Si vous voulez bien envoyer le premier point. Voilà. En fait, ce qu'on constate, c'est que de moins en moins, ce qui fait pourquoi on a besoin d'un centre, quoi, finalement. Pourquoi on va au centre? Pourquoi les gens vont au centre? Pourquoi on fréquente la polarité du territoire? En fait, c'est on est de moins en moins dans une recherche d'intermédiation dans la proximité. En fait, on a moins de guichets. Oui, c'est aussi l'aspect de l'Internet, de tout ce qu'on peut faire hors ligne, à distance, en télétravail, ou le fait qu'on a des bonnes accessibilités directes aux grandes métropoles, et que finalement, quand on a besoin d'un service, on va aller chercher directement à la grande ville, plutôt que de passer par l'intermédiaire
d'un pôle de proximité. Le commerce aussi subit cette désintermédiation. Les circuits courts, c'est des modes de commerce hors magasin, bien souvent, hein, donc désintermédiés. La vente directe et bien sûr l'achat en ligne. Hein. Donc on est dans cet aspect, finalement, on a moins besoin de ce guichet de proximité pour avoir un intermédiaire. Et donc finalement, cette fonction-là de centralité s'affaiblit. Alors quelles sont les fonctions de centralité qui finalement se renforcent? Ben, c'est plutôt des fonctions que j'ai appelées symboliques. Mais en gros, ce qu'on trouve au centre, qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est un certain type de patrimoine architectural, c'est aussi certains paysages urbains, c'est des manifestations culturelles, de l'accès à de la culture, de la sociabilité, parce que c'est là qu'on va trouver des espaces où on peut se rencontrer, les places, des loisirs, de l'événementiel, l'art aussi, hein, qui de plus en plus démarque, enfin, qui est en tout cas un facteur qui permet de démarquer le centre par rapport au reste du territoire. C'est l'endroit où on va retrouver de l'art urbain. Pour illustrer par un cas concret, moi, je donne souvent l'exemple de Figeac, qui est la ville de naissance de Champollion, où ils ont réinstallé derrière le musée des Écritures, donc déjà il y a un musée des Écritures, toute une place avec la pierre de Rosette en immense au milieu de la place. Hein, et donc on peut venir là admirer la pierre de Rosette, et y compris même les enfants peuvent marcher dessus, enfin, elle est là. Donc ça crée un espace comme ça, artistique, culturel, complètement incongru dans une... oui, c'est une bastide hein, d'ailleurs, Figeac. Donc dans une ville un peu médiévale. Et ça fait venir les gens, quoi. Les gens, ils viennent voir. Et tout autour de cette place, à côté, il y a des restaurants, il y a des cafés. Donc on a un lieu de convivialité, un lieu de loisir. Ça crée un pôle attractif. C'est ça aujourd'hui, ces nouvelles centralités qui sont en train d'émerger. Donc voilà, c'est une opportunité. C'est ce changement, en fait, cette modification des rapports entre la ville et la campagne, des relations entre la centralité et les espaces plus ruraux, offre en fait de nouvelles opportunités pour de nouvelles centralités. En tout cas, c'est sur ça qu'on travaille à la Caisse des dépôts, et c'est le mouvement qu'on accompagne dans les campagnes. C'est l'idée, finalement, ces bourgs, ces villes moyennes, elles peuvent incarner un peu le meilleur des deux mondes. Alors il y a un risque, hein, ce serait d'incarner le pire des deux mondes. Mais en tout cas, elles ont le potentiel pour être un peu ces villes à la campagne dont tout le monde rêve. La qualité du rural avec de la faible densité, l'accès direct à la nature, le côté patrimonial. Et puis, les services de l'urbain, c'est-à-dire l'ouverture au monde, l'accès aux services et ces aspects culturels. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une vraie opportunité pour tous ces endroits-là d'incarner le meilleur de deux mondes. Pour ça, il faut aussi se reconnecter sur des flux, puisqu'une des grandes difficultés des centres, et notamment des petits centres aujourd'hui, c'est qu'ils n'attirent plus. Donc ils ne sont plus au cœur des flux, et en fait, ils ne sont plus dans les parcours des habitants. Oui, parce que quand on parle ville-campagne, on raisonne beaucoup en termes d'habitants. Je fais une petite parenthèse dans ma parenthèse. On raisonne beaucoup en termes d'habitants, alors qu'en fait, ce qui est quand même fort pour un centre, ce qui est finalement plus important pour un centre et pour l'attractivité d'un territoire, c'est la fréquentation. C'est-à-dire finalement, c'est des personnes présentes. Et dans les personnes présentes, vous avez des personnes qui sont de passage, vous avez des touristes, vous avez toute une série de personnes qui sont présentes sur le territoire sans être habitantes et qui viennent considérablement renforcer son potentiel de développement. Alors pour se reconnecter sur des flux, il faut avoir des attracteurs de flux. Aujourd'hui, les attracteurs de flux, c'est les services de santé, les loisirs. Oh, pardon, j'ai oublié de couper. Voilà. Il faut être capable de proposer du logement différent aux différentes étapes de la vie, puisque aujourd'hui, on fait bien rarement toute sa vie sur un même territoire. Il y a des étapes dans le parcours résidentiel, et les centralités, en fait, souffrent beaucoup du fait qu'elles n'arrivent pas à capter, on va dire, les jeunes couples avec 2 enfants, quoi. C'est aussi ceux-là qui ont déserté le cœur des villes et qui mettent en difficulté les centres-villes. Donc il faut être capable de finalement trouver quelle est l'étape de la vie qu'on va pouvoir faire dans les centres-villes et construire le logement adapté à ces étapes-là de la vie. Et puis l'accessibilité, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, les questions de stationnement dans les polarités urbaines sont essentielles. L'intermodalité, avec comment on passe du bus au vélo à la marche, sont aussi des questions, et puis tout ce qui est autour des mobilités douces. Donc nous, quand on accompagne les collectivités, je dirais, on les aide à prendre en compte ces facteurs-là dans leur réflexion sur la revitalisation de leur centralité. Et puis construire des interdépendances et des complémentarités avec le bassin de vie, oui, parce que on voit bien qu'un centre, pour aller bien, a besoin d'un territoire qui va bien. Donc on a besoin que centralité et périphérie finalement se parlent,
Hein, et ça renvoie bien à tout ce qu'on a vu sur les contrats de réciprocité entre métropoles et territoires ruraux, sur les coopérations aussi entre clusters urbains et ruraux. Il faut se mettre d'accord pour articuler les positionnements, il faut mutualiser certains types de réponses. Et un des aspects peut-être les plus symboliques là, récemment, c'est la contribution qui a été faite communément par la mairie de Paris et l'association des maires ruraux de France, pour dire qu'ils allaient entrer dans une logique de coopération. Elle est très intéressante, cette communication. D'abord, on y affirme que l'interconnexion entre les villes et les territoires ruraux, hein, c'est-à-dire que l'un ne peut pas s'en sortir sans l'autre. Et puis, ensuite, ils annoncent aussi qu'ils ont besoin de réfléchir à de nouveaux équilibres territoriaux. Alors, c'est quand même important à souligner cette terminologie, puisque jusque-là, vous voyez, on oscillait un petit peu dans les rapports ville-campagne entre une solidarité, où finalement la campagne était un peu demandeuse d'aide, voilà, on appelle à la solidarité, etc., à des logiques de coopération, où là finalement on commence à être, finalement on a peut-être quelque chose à gagner chacun ensemble, et là on arrive à des logiques d'équilibre territorial, c'est-à-dire finalement peut-être qu'on est des égaux dans cette négociation, et que c'est d'égal à égal qu'on peut avancer pour développer ces nouvelles réciprocités. Alors ce que j'aime bien aussi dans ce texte, c'est qu'ils disent, et je vous le cite, hein, ils disent « Il reste, ces équilibres territoriaux doivent être la clé d'une conception urbaine renouvelée qui reste politiquement, financièrement et méthodologiquement à inventer. » Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas encore trouvé la clé et qu'il y a encore beaucoup sans doute de discussions et de réflexions pour arriver à construire ces nouveaux équilibres. Dernière slide, puisque je vois qu'on me fait les grossiers. Tu ne peux pas me la refuser, c'est pour parler de la Caisse des dépôts. En 1 minute, hein, même pas, 30 secondes. Donc, en 30 secondes, pour vous dire que c'est ce mouvement hein, de recomposition des relations ville-campagne que moi j'accompagne à la Caisse des dépôts et à la demande de la Caisse des dépôts. Vous retrouverez beaucoup d'informations sur ce qui se passe en termes de transfert d'expérience, en termes d'accès à toute une base de données d'expérience sur le site internet qu'on appelle la plateforme numérique des territoires, donc qui est la caisse des dépôts des territoires.fr. Voilà, bon, pour vous redire que s'il y a des élus aussi dans la salle ou des techniciens de collectivités locales, sachez qu'on fait de l'appui en ingénierie par différentes modalités et que ça vaut toujours le coup de venir parler à votre direction régionale de ce que vous pouvez faire avec elle éventuellement. Que nos métiers historiques sont toujours là, on fait des prêts sur fonds d'épargne et on fait de l'investissement sur nos fonds propres dans l'économie mixte, l'économie sociale et à côté des investisseurs privés. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant entendre Sébastien Briffon pour notre dernière intervention. Donc là, un autre point de vue encore, donc le point de vue d'un professionnel. Hein, donc, vous êtes agriculteur, vous nous présenterez votre activité. Et donc, quels sont, de votre point de vue, les enjeux des relations entre ville et campagne, notamment les conflits d'usage en périphérie, etc. Vous allez nous en dire plus. Merci. Donc Sébastien Briffon, donc, pour me présenter rapidement, je suis agriculteur en fait en zone périurbaine, puisque mon parcellaire est situé dans un rayon d'environ 15 km autour de Clermont-Ferrand. Donc exclusivement cultivateur, en céréales, en oignons, pommes de terre, voilà et betteraves sucrières, les principales cultures. Alors je suis acteur moi au quotidien hein, de cette relation ville-campagne. Et moi, je vais pas vous proposer de données techniques. Je vais plutôt aller sur un témoignage de terrain hein, qui va reposer en fait sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est mon expérience d'habitant d'une campagne. J'habite dans un village, petite ville de 2000 habitants, qui est situé à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Le deuxième pilier sur lequel va s'appuyer mon témoignage, c'est le fait que je suis agriculteur, donc dans une zone en pleine mutation, où la ville gagne sur la campagne, avec toutes les problématiques que vous pouvez imaginer derrière, des problématiques liées au foncier, à l'augmentation du prix des terres, à la diminution aussi des terres arables, des problématiques liées aussi à des conflits d'usage entre ruraux, et urbains ou néo-ruraux, et puis des problématiques aussi de préoccupations différentes entre
ruraux, agriculteurs et urbains, néo-ruraux. Enfin, le dernier pilier sur lequel va s'appuyer mon témoignage, c'est ma fonction d'administrateur. Donc, je suis administrateur d'un groupe, l'Imagrin. Donc, l'Imagrin, c'est un groupe international dont la particularité est que la maison mère est une coopérative, c'est-à-dire une entreprise gérée, dirigée par des agriculteurs. Donc, nous sommes 18 membres du conseil d'administration, agriculteurs, à gérer ce groupe. Je reviendrai un peu plus en détail plus tard sur ce qu'est concrètement l'Imagrin. Alors, connecter les villes aux campagnes, c'est un défi, un beau défi d'abord, mais qui va quand même se heurter à un certain nombre de difficultés. Je vais en citer deux. Tout d'abord, donc, comme je l'ai indiqué dans mon introduction, les conflits d'usage. Des conflits d'usage qui peuvent être liés au foncier, à l'utilisation de la voirie. Ces conflits d'usage sont souvent liés à la difficulté en fait, de faire coexister des populations urbaines qui viennent s'installer dans les campagnes, mais qui continuent de travailler en ville, avec des agriculteurs pour qui, certes, la campagne est le lieu de résidence, mais elle est surtout le lieu de travail. Alors, je vais prendre un exemple concret, hein, les décisions d'aménager les voiries pour limiter la vitesse de la traversée d'un bourg, d'un village ou d'une petite ville. En général, ce genre de décision se traduit par la réduction de la largeur de la route, ce qui souvent la rend impraticable pour les engins agricoles. Alors, ce genre de problème est souvent lié à une diminution de la représentativité des agriculteurs au sein des communes. Dans ma commune, si je prends mon exemple, 2000 habitants, 6 agriculteurs. Et aucun agriculteur dans le conseil municipal. Alors vous allez me dire, bon, c'est à la limite pas très étonnant, 6 agriculteurs, c'est peu par rapport à 2000 habitants. Oui, c'est vrai, mais les agriculteurs sont quand même créateurs d'emplois pour les habitants de la commune. Moi, par exemple, j'emploie 2 salariés. Ces 2 salariés habitent sur ma commune. Et puis les agriculteurs sont très impliqués et très sujets aux décisions prises au sein de la commune parce que les agriculteurs utilisent et entretiennent la grande majorité des terrains de la commune. Ce que l'on appelle la nature, le lieu où on va se promener le dimanche, les week-ends, en famille, ces chemins avec les bordures bien entretenues, ces belles haies taillées, cette mosaïque de couleurs, on appelle ça la nature, c'est avant tout le résultat du travail des agriculteurs. Ça joue, alors pour rebondir sur ce que M. Doré a dit tout à l'heure, c'est important aussi parce que ça joue sur l'attractivité des villes à proximité, si j'ai bien compris ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Deuxième difficulté auquel on peut se heurter quand on parle du défi de connecter les villes aux campagnes, c'est les conflits de perception. Donc ces conflits de perception, ils sont souvent liés à des visions qui sont très éloignées entre les visions des ruraux, des agriculteurs et des urbains néo-ruraux. Et souvent, cet éloignement de vision est lié, en tout cas, est dû à une vision caricaturale dont les médias se font largement écho. Je vais vous prendre quelques exemples. Tout à l'heure, M. Chéniaud nous expliquait que la campagne était très désirée, que la campagne était peut-être idéalisée. C'est vrai, c'est-à-dire que quand on vient s'installer en campagne, certes, on a ces beaux champs, cette belle plaine où on peut se promener le dimanche, mais il faut aussi accepter derrière de suivre l'agriculteur avec son tracteur à 40 km/h sur la route, sans s'énerver. Il faut aussi accepter derrière le bruit du tracteur à côté de sa maison d'habitation, même la nuit, parce que certains travaux sont obligés d'être faits la nuit. Il faut accepter aussi, je pense souvent les enfants aiment bien ça,
aller caresser les vaches, aller voir les chevaux dans le pré. C'est OK. Il faut accepter aussi derrière la gestion des effluents, les odeurs, etc. Alors, quelques pistes quelques pistes de solutions. La première chose, j'aimerais insister sur le fait qu'il faut absolument faire confiance à la capacité des territoires ruraux à générer de la richesse. Les territoires ruraux ne sont pas condamnés à être à la remorque des villes, des métropoles. Je vais illustrer ça en utilisant mon métier d'administrateur de l'Imagrin. Donc, je vous ai expliqué l'Imagrin, un groupe coopératif. L'Imagrin est présent dans une cinquantaine de pays à travers le monde. C'est 10 000 salariés. C'est le 4e semencier mondial. Et l'Imagrin, au départ, ça a été créé en 1942. C'était une petite coopérative, c'est-à-dire une petite association d'agriculteurs. Et les agriculteurs ont su faire grandir cette entreprise et monter ce groupe international. Donc le siège social de l'Imagrin, il est situé en campagne. Il est situé à une grosse dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. L'Imagrin a su développer des filières où l'activité agricole est la base de la création de richesses. Je vais vous prendre un exemple. On va partir du centre de recherche. Le centre de recherche de l'Imagrin, centre de recherche du groupe, est situé à une vingtaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, donc en campagne. Ce centre de recherche va travailler à la création de nouvelles variétés, entre autres. Ensuite, la coopérative va proposer aux adhérents, aux agriculteurs de la zone, de produire ces nouvelles variétés pour fabriquer de la semence. Cette semence va être vendue à travers le monde, mais elle va aussi être vendue en Limagne, dans ma campagne. Cette semence, ensuite, donc, elle va être utilisée par les agriculteurs de ma campagne, moi y compris, bien entendu, pour produire du grain. Ce grain, il va ensuite être utilisé par l'Imagrin Céréales Ingrédients, donc une autre entreprise appartenant au groupe de l'Imagrin, pour produire des farines et d'autres matières premières industrielles. Si on prend l'exemple de la farine de blé va ensuite aller dans l'usine Jacquet, située à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. C'est pareil, en campagne, et va servir à fabriquer les pains Jacquet que vous retrouvez dans les linéaires de vos supermarchés. Ce que je veux vous montrer avec cette démonstration, c'est qu'on a su créer dans un territoire, dans une campagne, une filière qui a permis de créer de l'emploi sur les territoires, des emplois de chercheurs au centre de recherche, de techniciens pour suivre les productions, des emplois agricoles aussi dans les exploitations agricoles, des emplois d'ouvriers, de manutentionnaires chez Jacquet, chez LCI, l'Imagrin Céréales Ingrédients, des emplois d'administratifs aussi. Et on a su aussi créer de la valeur et de la recherche à chaque étape. Et on a su maintenir ces emplois et cette valeur, cette richesse sur le territoire. Et bien entendu, la métropole Clermont en bénéficie. Un certain nombre d'employés de l'Imagrin font un petit peu le chemin inverse, c'est-à-dire que habitent en ville et viennent travailler en campagne. Deuxième piste de solution, je pense que c'est indispensable de donner la parole aux agriculteurs pour réduire le décalage entre la réalité de ce qu'est réellement le monde rural et l'activité agricole, et l'idée souvent très abstraite de ce qu'elle devrait être. On a parlé tout à l'heure donc d'images idéalisées de la campagne. Voilà. Pour illustrer ça, je vais vous donner un petit exemple. En ce moment, nous discutons à Clermont du plan alimentation et territoire, donc qui vise à imaginer ce que pourrait être
l'agriculture à horizon 2050 sur le territoire de Clermont. J'ai assisté à l'un des ateliers, pas le premier, ça a son importance, vous allez comprendre après. J'ai assisté à l'un des ateliers et j'ai été très étonné, atelier où des agriculteurs étaient invités à participer, et j'ai été étonné, quand je suis arrivé, d'être le seul agriculteur. Bon. On a eu un discours d'un expert qui nous a expliqué, qui avait fait une analyse du territoire et qui nous a expliqué, qui nous a présenté son analyse et expliqué comment il envisageait l'agriculture en Auvergne à horizon 2050. Et très honnêtement, on était complètement déconnecté de ce que je viens de vous parler, des aspects filières, de ce qui se pratique sur le territoire. Et là, j'ai compris pourquoi mes collègues agriculteurs ne s'étaient pas déplacés pour cet atelier-là. Ils n'avaient trouvé aucun intérêt aux ateliers précédents. Donc voilà, je pense que les agriculteurs ont l'expertise de leur territoire. Ils connaissent leur sol, ils connaissent leur climat, ils connaissent les pratiques, ils connaissent leur production. Ils sont de plus en plus formés. Au sein du conseil d'administration de l'Imagrin, par exemple, on doit être 4, je crois, à avoir un niveau Bac plus 5. On se forme perpétuellement. Les agriculteurs suivent régulièrement des formations, des réunions. Donc je pense que il faut absolument utiliser, ça sera ma conclusion, il faut absolument utiliser ce savoir et cette énergie pour essayer pour faire en sorte qu'on ait une vision un peu plus réaliste de ce qu'est réellement la campagne, l'agriculture et de ce qu'elle pourrait être dans les prochaines années. Merci. Merci beaucoup. Donc merci à l'ensemble des intervenants. Alors on va déborder un petit peu parce qu'on avait démarré en retard. Donc je vais lister certaines des questions, peut-être pas toutes parce que j'ai le sentiment que certaines questions ont normalement eu des éléments de réponse dans les interventions. Alors j'ai une question, je les prends dans l'ordre chronologique, mise en application concrète d'un contrat de réciprocité. Je crois que les 2 exemples donnés sont en cours. D'accord, ils sont en application. Oui, il démarre tout juste. Le contrat de réciprocité de Brest et Pays de Centre-Bretagne est démarré depuis 1 an, mais s'inscrit dans une réflexion déjà qui a précédé, avec une forte mobilisation de la société civile, comme on le dit, du conseil de développement en particulier. En revanche, le contrat de réciprocité entre Toulouse et Pays de Port-de-Gascogne est beaucoup plus récent et démarre tout juste. Alors vous avez d'ailleurs sur les sites des deux territoires en question, Porte de Gascogne et Centre-Bretagne, les contrats qui sont développés en général. Ce qui est intéressant à noter, c'est plus la dynamique que ça enclenche, la prise de conscience et l'irrigation que ça peut provoquer auprès d'autres territoires. Et ça démarre tout juste. Très bien, merci beaucoup. Il y a une autre question, je dirais un peu ciblée, technique. Quel est le modèle de financement d'un cluster pour Xavier ? Alors, en quoi ? En 30 secondes ? Oui, exactement. Très très court, on est sur du partenariat public-privé parce qu'on se dit qu'on est dans de la relation gagnant-gagnant entre l'entreprise et le territoire. On est beaucoup né avec les politiques publiques qui ont accompagné la structuration et la cristallisation de ces réseaux d'entreprises. Avec la maturité que certains ont aujourd'hui, on est en train d'inverser la tendance vers une domination dans son modèle économique de l'entreprise qui prend à travers l'achat de services, qui prend en gros le fonctionnement de son réseau. On reste sur du partenariat public-privé pour cette logique de gagnant-gagnant, mais on est dans ce virage en fait où l'entreprise prend le relais de l'accompagnement public qui a accompagné son émergence. Alors après, côté public, c'est le territoire de très grande proximité, la métropole participe aussi souvent, la région, l'État moins aujourd'hui.
L'Europe aussi participe un peu sur certaines actions. Et puis l'entreprise, alors à la fois à travers ses cotisations dans le réseau, et puis à travers les services qu'il va acheter et qui sont développés par le cluster. C'est ce que j'essayais de vous montrer dans mon truc en hérisson là. Merci beaucoup. Alors après, j'ai un certain nombre de questions qui sont aussi un peu des remarques, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on a abordé le sujet. Quels sont les principaux problèmes dans les relations ville-campagne? L'intervention de Sébastien, en tout cas, on a cité certains. La connexion entre l'urbain et le rural est-elle vraiment envisagée? Je trouve qu'également, ça a été largement discuté. Comment expliquez-vous que les urbains critiquent aujourd'hui les villes? Là aussi, on a parlé de congestion, des difficultés de mobilité, du coût du foncier. Donc, on a aussi abordé cela. Alors, les flux sont coupés et réduits entre ruralité et unité urbaine. C'est une affirmation dans la question. Quelle responsabilité du côté des élus? Je ne sais pas si... quelle responsabilité du côté des élus? Je lis toutes les questions, là. Donc, je trouve qu'au contraire, on a montré des initiatives qui sont portées par des collectivités. Alors, une autre question. Vous parlez beaucoup de la coopération ville-campagne, mais qu'en est-il de la relation hégémonique de la ville sur les campagnes au niveau politique? Président des Comcom, souvent acteur des villes rurales, pas de représentation des maires des petits villages, alors que 50% des communes en France ont moins de 1000 habitants. Quelqu'un veut faire une remarque là-dessus? Ça revient un petit peu à ce que j'ai donné comme exemple, c'est-à-dire que la représentativité des agriculteurs est relativement faible. Le pourcentage d'actifs agriculteurs est très faible. Et bien entendu, c'est très compliqué pour nous de se faire représenter dans toutes ces instances. Donc dans les conseils municipaux, dans les conseils généraux, conseils départementaux, régionaux, etc. Voilà, en effet, c'est une difficulté à prendre en compte. Les pistes de solutions, très honnêtement, c'est très compliqué. Oui. Je termine. Un petit complément, sans me risquer trop loin sur les pistes de solutions, parce que là, on va y rester un moment. Non, mais ça, en fait, c'est la question, voilà, quand je disais construire des territoires équilibrés, ben, on est bien là-dessus. Hein. C'est-à-dire comment on passe d'une situation où on a peut-être eu des villes, en tout cas fortes, dans leur territoire. Mais aujourd'hui, vous l'avez... à travers ce que j'exposais sur la manière dont les gens, finalement, s'installent de plus en plus en périphérie des villes, c'est un affaiblissement, quand même, quelque part, des villes auxquelles on assiste. Les difficultés des centres-villes dans les villes moyennes, c'est aussi quand même une forme d'affaiblissement. Et puis il y a un troisième aspect qui est la loi NOTRe, la réforme territoriale, la toute récente, qui a créé des grandes intercommunalités. Et dans ces grandes intercommunalités, il n'est pas rare que la ville-centre ne représente même plus la moitié de la population. Et donc elle se trouve finalement dans des situations où elle n'est pas dominante. Donc en fait, cette hégémonie des villes, je pense qu'elle est grandement... en tout cas, si toutefois elle était réelle, parce qu'il y aurait beaucoup à discuter, mais en tout cas, elle était perçue souvent par les ruraux. Elle est vraiment aujourd'hui en train de se rééquilibrer, et c'est bien parce qu'elle est en train de se rééquilibrer qu'on se pose la question des relations ville-campagne et qu'on est sur ces questions de réciprocité et de construction politique de territoires équilibrés. Merci beaucoup. Donc je continue. Quelle place en fait des aînés ruraux isolés ou en diminution d'autonomie? Comment ceci est pris en compte dans les relations ville-campagne, hein? Quelle place dans cette relation évolutive ville-campagne pour les aînés ruraux isolés et en diminution d'autonomie? Voilà, donc c'est un peu encore un autre sujet sur le vieillissement. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais on était un peu sur un axe en fait économique dans cette session. Donc on n'a pas abordé la question du vieillissement. En tout cas, on a dans des espaces ruraux des clusters, pardon, moi j'ai mes œillères, mais autour de ce qu'on appelle la silver economy. Et donc, à la rigueur, dans cette relation ville-campagne, je trouve qu'il y a un facteur qui est aussi très dominant alors je ne sais pas si c'est l'inversion ou cette relation qui évolue, équilibrage, autour de la question de l'emploi. C'est aussi l'emploi dans ces territoires ruraux qui vont donner envie, au-delà du côté peut-être idyllique qu'on met derrière la notion de campagne. En tout cas, c'est des choses que l'on vit beaucoup dans la coopération inter-entreprise au sein de nos réseaux. C'est comment on s'appuie sur ces écosystèmes. Je ne sais plus qui avait ce terme-là.
dans sa présentation, mais comment structurer ces réseaux d'acteurs qui permettent soit de cristalliser, soit d'ancrer, soit de développer des nouveaux emplois. Et la question du vieillissement de la population y participe. Enfin, la question du numérique aussi, comment on arrive à positionner à créer des emplois nouveaux dans ces territoires-là qui vont effectivement rendre ces territoires attractifs. En tout cas, c'est des préoccupations qu'on développe pas mal dans nos réseaux. Alors attention, on ne pourra pas répondre à toutes les questions malheureusement pour des raisons de temps. Alors il y avait également une question sur quel impact de l'accessibilité sur l'attractivité du rural. Donc là, c'était les questions de mobilité qu'on a un peu parlé aussi dans le cadre des contrats de réciprocité, cette question du... Alors, quel impact de l'accessibilité sur l'attractivité du rural? Oui. Oui. Tout à l'heure, d'ailleurs, je peux dire un mot sur le vieillissement, c'est du coup. En fait, simplement, j'ai montré qu'on essayait d'avoir une approche statistique de ce qu'est le rural isolé. Et c'est effectivement dans le rural isolé que la question du vieillissement se pose avec le plus d'acuité, parce que ce sont des espaces qui sont éloignés des villes, et donc où le maintien à domicile, où le vieillissement est le plus important. Il y a aussi les espaces littoraux qui attirent beaucoup les retraités. On l'a vu dans la carte de M. Chéniaud tout à l'heure. Mais là, les problèmes sont moins importants parce qu'il y a des villes à proximité. Donc c'est dans ces espaces, effectivement, que les politiques publiques ont beaucoup d'efforts à faire pour est-ce qu'il faut maintenir les personnes, quelles sont les structures qu'on met en place et à quel endroit. Et donc je crois qu'effectivement, c'était un peu le sens de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que voilà l'enjeu de l'identification de ces espaces pour le fléchage peut-être d'actions publiques prioritaires. Et sur la mobilité ? Alors sur la mobilité, on voit bien que effectivement ces espaces de rural isolé que j'ai présentés sont ceux qui sont les plus difficilement accessibles puisqu'ils sont les plus éloignés et sont aussi assez peu attractifs puisque ce sont les seuls espaces qui perdent des habitants sur la période récente, alors que des espaces peu denses mais qui ne sont pas isolés des villes, eux, au contraire, gagnent des habitants. Et dans le périurbain, même beaucoup d'habitants. Et M. Briffon a bien montré comment l'habitat traditionnel était bouleversé par cet afflux de nouveaux arrivants. Merci beaucoup. Alors juste une petite réponse de méthode, là pourquoi un seul représentant de la campagne à cette table ronde. Je voudrais simplement rappeler que les journées de l'économie sont des sessions qui rassemblent des experts, des chercheurs et des professionnels. Donc on a effectivement des gens qui sont dans le milieu de la recherche, qui sont dans le milieu administratif, institutionnel et des professionnels. Donc voilà, donc ce n'est pas forcément de la technocratie, parce que c'est le mot qui a été employé dans la question. Donc j'espère que cette réponse vous satisfera. Mais on a toujours, enfin en tout cas depuis le temps que nous organisons les sessions au GECO, il y a toujours ce panel d'intervention d'experts et de professionnels. Alors, je ne pourrais pas encore une fois aller jusqu'au bout. Quid des banlieues ? C'est vrai que là encore, ce n'est pas une question qu'on... Oui, c'est vrai qu'encore une fois, on a vraiment envisagé la session sur les enjeux économiques ville-campagne. Donc, on n'a pas... La définition, ça fait partie de la ville. Ça s'appelle la politique de la ville. Donc, c'est vrai qu'on est sur un sujet un peu différent sur la partie banlieue et quartier prioritaire. La campagne est-elle revalorisée ou menacée? Là, je trouve qu'on a aussi pas mal discuté de ça pendant les interventions. Dans les pistes évoquées par la première intervenante, comment redéfinir aujourd'hui l'espace rural? Est-ce qu'après l'ensemble des interventions, ça vous donne l'occasion éventuellement de donner quelques critères différents? En fait, du coup, ça me permet de dire un mot sur une question précédente. Moi, je trouve ça passionnant de confronter la vision, par exemple, de M. Briffon avec des concepts statistiques qui peuvent sembler un peu arides et secs. Et donc, et avec aussi des travaux sociologiques, j'en parlais tout à l'heure, qui montrent quelle est la perception de la campagne. Et je crois que c'est ces regards croisés qui font progresser les choses.
Et s'il est important, hein, si j'ai insisté tout à l'heure sur le rural isolé, c'est parce que c'est vraiment des espaces dont il faut s'occuper et sur lesquels les élus sont parfois un petit peu démunis parce que justement, il y a de moins en moins d'habitants et donc il y a une attention à un niveau plus important à avoir. Mais le rural, M. Briffon l'a très bien montré, en fait, il y a du rural aussi dans des espaces assez proches de la ville. Je disais tout à l'heure, c'est pas contradictoire avec ce que disait M. Briffon, que le rural ne s'identifie plus avec l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup d'autres activités qui ont émergé. D'ailleurs, il a montré des activités industrielles dans cette filière, et j'ai trouvé que cet exemple était particulièrement important sur la manière dont on peut développer des activités, et aussi ces questions de clusters qui sont là, plus des entreprises qui se ressemblent. Mais la façon dont s'est développée une filière. Alors après, moi, ce que je dirais en tant que statisticienne, c'est comment on va faire progresser les choses, mais c'est grâce justement à ces interventions de terrain, à ces témoignages de terrain, qu'on peut saisir des concepts plus adaptés pour mesurer les choses et les communiquer là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je prends une dernière question. Je suis désolée, je ne vais pas répondre à tout, mais c'est une question qui soulève la question du long terme, peut-être pour la Caisse des dépôts. Donc, la difficulté de penser les relations économiques, entre autres ville-campagne, à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, n'est-elle pas liée aussi à un des mots de notre époque, qui est la difficulté à penser le long terme? Donc, Caisse des dépôts qui se définit comme un investisseur de long terme. Oui. Ça peut être un élément de réponse. Non, mais pour aller un petit peu plus loin, la difficulté à penser le long terme, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que finalement, on est dans des périodes de mutation, au fond c'est ça, et qu'on a affaire à des réalités de plus en plus fragmentées. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, on n'a plus le rural. On a une diversité des figures du rural. Et comme dans l'urbain, on a cette espèce de fer de lance des métropoles qui prend son essor, qui se renforce, etc. Et toute une partie du tissu intermédiaire de l'urbain qui est plus en difficulté dans les villes moyennes et dans les villes petites. Donc aujourd'hui, la difficulté à reconstruire du discours politique sur tout ça, parce qu'en fait c'est ça la question du long terme, c'est comment on est capable de reconstruire un discours politique sur tout ça qui nous réinscrit dans une perspective de long terme. Ben, il est en train de se faire. Voilà, c'est la seule réponse que je peux vous faire. J'espère qu'on y contribue par ces échanges et par ces débats, mais c'est en train de se faire. Merci beaucoup. Juste pour compléter par rapport à ça, nous on le ressent aussi dans des logiques de réaction. Xavier Niel se lance son Station F à Paris. Eh ben, on voit émerger plein d'incubateurs ou de démarches d'accélération dans les territoires parce qu'on a aussi des entreprises qui n'ont pas forcément envie de se retrouver dans le truc aux 1000 startups en plein cœur de Paris. Enfin, là, elle s'est Fraissinet et on a sur des territoires des incubateurs qui cherchent à s'installer aussi en réaction à ça, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on veut soutenir. Je discuterai tout à l'heure avec la Fondation Seguin et on va essayer de développer des coopérations, sans aucun doute, je l'espère, en tout cas entre certains réseaux et des territoires comme ça qui ont des outils intéressants de développement.